Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir en français sur Télé Liban. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tranché. Les casques bleus quitteront le Liban en 2027. La FINUL voit ainsi son mandat prolongé pour la dernière fois avant un retrait progressif sous pression d'Israël et des États-Unis. Une décision accueillie avec prudence à Beyrouth et saluée par Emmanuel Macron qui rappelle la nécessité d'un retrait complet des forces israéliennes. Après 47 ans de présence au Liban Sud, la FINUL s'apprête à tourner la page. Le Conseil de sécurité a adopté jeudi une résolution qui prolonge une ultime fois le mandat des casques bleus jusqu'au 31 décembre 2026 avant un retrait complet prévu en 2027. Ils sont encore près de 10 800 soldats originaires de 46 pays à faire tampon entre Israël et le Liban. Mais Israël et les États-Unis ont estimé que la mission d'empêcher le Hezbollah de contrôler la zone avait échoué. Pour l'ambassadeur israélien Danny Danon, c'est une bonne nouvelle de l'ONU. De son côté, Washington a insisté sur la nécessité de renforcer l'armée libanaise, appelée à reprendre seule la sécurité au sud du pays. Emmanuel Macron a salué l'extension de 16 mois, mais a rappelé des conditions claires. Un retrait complet des forces israéliennes à la fin de toute violation de la souveraineté libanaise. J'ai encouragé le gouvernement libanais à adopter le plan de désarmement du Hezbollah, a déclaré le président français après un entretien avec Joseph Aoun et Nawaf Salam. Mais tout ne partage pas cet enthousiasme. Le Royaume-Uni redoute un retrait prématuré qui profiterait au Hezbollah. La Chine dénonce le mépris de certains membres du Conseil pour la situation sur le terrain. À Beyrouth, la décision est accueillie avec prudence. Le président Joseph Aoun espère que ces 16 mois permettront de stabiliser la frontière sud. Le Premier ministre Nawaf Salam a salué une prolongation qui donne un répit. Mais la tâche est immense. D'ici la fin de l'année, le Hezbollah doit être désarmé et ses infrastructures démantelées conformément au cessez-le-feu de 2024. À l'horizon 2027, la responsabilité de la sécurité incombera uniquement à l'armée libanaise dans une région où les tensions restent vives et où les promesses du retrait israélien restent, elles, à confirmer. Et sur un autre plan, le président français Emmanuel Macron a également annoncé sur X que d'ici la fin de l'année, 2 conférences seront organisées. L'une en soutien aux forces armées libanaises, pilier de la souveraineté nationale, et l'autre consacrée à la relance de la reconstruction au Liban. Le chef de l'État français a précisé que son représentant personnel, Jean-Yves Le Drian, se rendra prochainement au Liban pour travailler étroitement avec les autorités sur les priorités du pays dès l'adoption du plan présenté au gouvernement visant à rétablir le monopole de l'État sur la force. L'armée israélienne a déclaré Gazaville zone de combat dangereuse, mettant fin à la pause humanitaire quotidienne qui permettait encore l'acheminement de l'aide internationale. Une annonce lourde de conséquences, la trêve tactique locale instaurée en juillet pour sécuriser le passage des convois humanitaires n'y sera plus appliquée. Cette pause quotidienne permettait aux organisations internationales d'acheminer nourriture et médicaments vers une population frappée par la famine et la guerre. Désormais, leur accès est encore plus incertain. L'armée israélienne menace depuis plusieurs semaines d'une offensive majeure contre le Hamas dans ce secteur qu'elle considère comme le dernier bastion du mouvement islamiste. Concernant le nucléaire iranien, cette fois, l'Europe fixe un ultimatum. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, affirme que les pays occidentaux disposent désormais de 30 jours pour trouver une solution diplomatique, faute de quoi les sanctions internationales contre Téhéran pourraient être rétablies. La crise du nucléaire iranien entre dans une phase décisive. Réunis à Copenhague, les chefs de la diplomatie européenne, menés par l'Estonienne Kaja Kallas, ont lancé un compte à rebours, 30 jours pour sauver la voie diplomatique. Nous devons utiliser ces 30 jours pour trouver des solutions, a insisté Kallas, alors que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, le 3, ont déclenché le mécanisme de snapback. Objectif, rétablir les sanctions internationales suspendues depuis 10 ans.
Cette décision doit désormais être examinée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Si aucune solution n'est trouvée d'ici un mois, les sanctions économiques et militaires contre Téhéran feront leur retour automatique. Les Européens accusent l'Iran de ne pas respecter ses engagements pris en 2015 dans l'accord sur le nucléaire. Selon eux, l'enrichissement d'uranium a dépassé largement les seuils autorisés, renforçant les soupçons d'un programme militaire. Téhéran dément toute ambition nucléaire militaire et continue de défendre son droit à un programme civil. Mais depuis le retrait américain de l'accord en 2018 sous Donald Trump, l'Iran s'est affranchi de plusieurs obligations clés. Le retour des sanctions aura un impact majeur sur une économie iranienne déjà fragilisée par l'inflation et les difficultés sociales. L'issue se jouera dans les prochaines semaines entre pression diplomatique, menaces de sanctions et la possibilité d'un dernier compromis pour éviter une escalade. Par ailleurs, l'Iran a exécuté au moins 841 personnes depuis le début de l'année, un chiffre alarmant qui illustre, selon les Nations Unies, l'usage systématique de la peine de mort comme outil d'intimidation politique et sociale. Rien qu'en juillet, 110 exécutions ont été recensées, soit 2 fois plus que l'an dernier à la même période. Les observateurs notent que ces exécutions visent en majorité des personnes accusées de crimes liés à la drogue, mais aussi des militants politiques, des manifestants et des membres de minorités ethniques. Pour les ONG, Téhéran envoie un message clair. Toute contestation, qu'elle soit politique, sociale ou liée aux droits des femmes, peut être punie de mort. Les États-Unis ont approuvé une nouvelle vente d'armement à l'Ukraine. Plus de 3000 missiles air-sol longue portée pour un montant de 825 millions de dollars. Une annonce qui intervient au lendemain de frappes russes meurtrières sur Kiev et alors que Donald Trump presse ses alliés européens de prendre davantage le relais dans le soutien à l'Ukraine. Washington a approuvé la vente à l'Ukraine de 3350 missiles air-sol longue portée accompagnés d'équipements militaires pour un montant de 825 millions de dollars. L'annonce tombe alors que Kiev pense encore les plaies d'une attaque russe qui a tué 23 personnes, dont 4 enfants. Des frappes massives dénoncées par la Maison-Blanche, mais jugées pas surprenantes par Donald Trump. L'Agence américaine de coopération pour la défense et la sécurité affirme que cette vente doit renforcer les capacités d'autodéfense de l'Ukraine et consolider la sécurité régionale. Un message destiné autant à Moscou qu'aux Européens. Car depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump insiste. L'Europe doit payer davantage. Le président américain a lancé une nouvelle initiative, baptisée Pearl, pour que ses alliés européens achètent eux-mêmes des armes américaines et les livrent à Kiev. La transaction annoncée jeudi s'appuie déjà sur un financement partagé. Danemark, Pays-Bas, Norvège, États-Unis. Une coopération qui reflète le virage de Washington. Moins d'engagement direct, mais plus de pression sur ses partenaires. Pour l'Ukraine, ces missiles représentent une bouffée d'oxygène dans une guerre qui s'éternise face à une Russie toujours offensive. Reste une étape, le feu vert du Congrès américain. Une formalité, en principe, mais qui pourrait relancer le débat sur la place de Washington dans ce conflit. Et enfin, en Suède, une star des platines défie les clichés. À 81 ans, DJ Gloria enflamme les boîtes de nuit de Stockholm avec des soirées spécialement pensées pour les plus de 50 ans. Portrait d'une icône qui prouve que la fête n'a pas d'âge. À 81 ans, Madeleine Manson, plus connue sous le nom de DJ Gloria, fait vibrer les pistes de danse suédoises. Depuis 16 ans, elle mixe dans les clubs les plus huppés de Stockholm, mais avec une touche bien à elle. Ses soirées sont réservées aux plus de 50 ans. Eva Jacobson, 63 ans, est essoufflée après avoir dansé, mais ne manque pas d'affirmer. Elle est fantastique, elle nous donne de l'énergie, de la force, et surtout un lieu où l'on peut danser librement à notre âge. Chaque set commence avec ce tube mythique, I Will Survive, une déclaration de résilience pour celle qui s'est réinventée après le décès de son mari. Devenue DJ à 62 ans, elle prépare aujourd'hui tous ses sets chez elle.
Ancienne chanteuse de jazz, styliste et même jardinière, elle cultive un art de vivre fait de passion et de curiosité. Ses soirées démarrent à 18 h et s'achèvent à 23 h pour respecter son rythme. Mais pendant ces quelques heures, elle déchaîne les foules. Louise, 69 ans, déclare que c'est la meilleure DJ qu'on ait jamais eue en Suède. Elle nous rend jeunes pour toujours. Icône de toute une génération, DJ Gloria montre qu'il n'y a pas d'âge pour enflammer la nuit. Son secret, de l'énergie, de l'amour et un sens du rythme qui ne s'éteint jamais. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt.